Donc c'est parti maintenant pour une petite heure. Je vais essayer de garder ça maximum dynamique, que ce soit pas trop théorique, donner un maximum d'exemples dans cette thématique du diagnostic thermique de l'enveloppe. Et donc ici, le programme, d'abord, il y aura une introduction générale sur qu'est-ce que c'est en fait le diagnostic thermique, qu'est-ce qu'on peut reprendre sur cette thématique. Ensuite, je vais essayer de donner un aperçu des différents outils et méthodes qui existent pour faire le diagnostic, donc pour mener vraiment un travail d'investigation. Donc on se retrouve face à un bâtiment pour lequel souvent on n'a pas beaucoup d'informations, parce que le patrimoine, c'est pas seulement les monuments, c'est effectivement n'importe quel bâtiment ancien qui a certaines valeurs. C'est pas parce qu'il a des valeurs patrimoniales qu'il est nécessairement documenté de A à Z, et tout au contraire. Ensuite, je parlerai un petit peu du diagnostic thermique, donc là plus spécifiquement sur quels sont les paramètres thermiques importants à considérer et quels sont les outils qu'on va mobiliser sur chantier pour mesurer la performance et mettre en relation la condition d'un élément d'enveloppe avec sa performance et au final proposer des stratégies d'intervention qui sont judicieuses. Je terminerai parce que c'est une thématique qui me tient quand même à cœur, à parler de certaines tendances, évolutions en matière de diagnostic, avec un accent technologique, donc dire vraiment quelles sont les techniques nouvelles qui permettent de rapidement collecter des informations sur le bâtiment, tout en mobilisant le moins de moyens possible au niveau financier, car souvent, la partie budget est quand même limitante dans toutes les études de diagnostic. Alors, diagnostic thermique de l'enveloppe, si je reprends de manière assez bête une définition du dictionnaire, diagnostic, on parle vraiment d'identifier une maladie d'après ses symptômes, et c'est assez révélateur de ce qu'on va faire sur chantier. Donc on va observer le bâtiment, décrire les symptômes, donc décrire ce qui ne va pas, et ensuite remonter jusqu'aux causes de ces pathologies, donc comprendre qu'est-ce qui a amené ces différentes pathologies. Et alors thermique, évidemment, relatif à la température, mais donc toute cette présentation, elle tourne autour de cette logique d'observation, d'analyser les causes d'un problème, de poser un diagnostic, donc de comprendre d'où viennent ces problèmes, et ensuite, évidemment, de proposer des interventions. Et tout le nœud du problème est situé justement dans ces interventions, de dire que si on est face à un bâtiment patrimonial, toutes les interventions ne sont pas souhaitables. Il y a un équilibre à trouver entre le niveau d'invasion, de l'intervention et la performance qu'on veut amener. Alors, on a vu le terme pathologie, donc c'est vraiment des dysfonctionnements du bâtiment qui sont en fait très variés. Ça peut être d'ordre esthétique, comme des décolorations de certaines pierres, jusqu'à des problèmes sanitaires importants, comme vous le voyez ici avec des moisissures. Donc si on a un développement important de moisissures, oui, ça peut causer des risques vraiment pour l'occupant, comme des fissures importantes peuvent être risqué ou pas selon l'élément qui est touché. Donc il y a toute une famille de pathologies, c'est extrêmement complexe comme thématique, et c'est ici ce qu'on va traiter en priorité. Alors, quand est-ce qu'en pratique on va mener une investigation? Quand est-ce qu'on va mobiliser les outils pour comprendre le bâtiment? C'est souvent quand on observe ce problème. Donc un propriétaire va dire, voilà, j'ai une tâche qui est apparue dans mon salon, je veux comprendre d'où elle vient, donc là on va mener ce travail d'investigation. On peut aussi directement faire ce travail lorsqu'il y a un changement de propriétaire. Donc peut-être qu'une pathologie qui n'embêtait pas le propriétaire précédent, elle va être un peu plus problématique pour le nouveau propriétaire. Donc lui, il voudra un petit peu résoudre ces problèmes. Et alors, dernière grande catégorie d'origine du diagnostic, c'est quand on prépare des transformations. Donc on sait par exemple qu'on va isoler un mur. Si on isole un mur, il vaut mieux comprendre d'abord les problèmes qui existent dans ce mur avant de se lancer dans les travaux de rénovation. Et en fait, on constate que souvent, c'est ces trois origines qui arrivent en même temps. Donc c'est quand il y a par exemple l'achat d'un bâtiment par un nouveau propriétaire, il va observer des problèmes, il va vouloir faire des transformations, et donc tout ça va mener au diagnostic. Alors une autre petite remarque qui est vraiment cruciale, c'est qu'on peut plus on peut plus dissocier l'amélioration thermique d'une intervention. Donc en général, quand on va rénover un mur, on va tout de suite penser aux solutions d'isolation. Ça devrait en tout cas être la logique, en sachant qu'isoler un mur ancien, oui, ça peut
faire perdre beaucoup de valeur à ce mur. Pour la toiture, c'est encore plus parlant. Si on rénove une couverture de toiture, évidemment, on va tout de suite penser à isoler la toiture, surtout si c'est un bâtiment qui est occupé de manière permanente. Ne pas isoler une toiture lorsqu'on fait la rénovation, ce serait vraiment perdre l'occasion d'améliorer le bâtiment. Donc il y a vraiment, je pense que c'est la conclusion de cette petite intro, c'est qu'il y a une rencontre des deux thématiques, le diagnostic plus traditionnel avec les pathologies du bâtiment et les études thermiques. Et comme je l'ai dit, donc il y a remédier à un problème dans le bâtiment, ça peut être l'occasion de l'améliorer. Et améliorer le bâtiment thermiquant, ça passe nécessairement par traiter les pathologies. Si simplement on rénove une toiture sans traiter par exemple des pathologies sur les bois de charpente, on peut aller évidemment vers des gros problèmes. Donc les deux thématiques sont intrinsèquement liées. Alors, une remarque évidemment cruciale, c'est que les bâtiments anciens, il y a parfois cette erreur de considérer qu'ils sont mal conçus, qui sont inconfortables, qu'il n'y a rien qui va là-dedans et qu'il faut tout repenser de A à Z. Et en fait, je pense que c'est un petit peu bête de croire que dans le passé, on construisait n'importe comment. C'est juste que la manière de concevoir les bâtiments était différente, mais il y a une logique là-dedans, notamment ces petites illustrations sur les caves. Oui, les caves n'étaient pas des espaces occupés, et donc en voulant rendre, par exemple, une cave habitable, oui, on va à l'encontre de la conception du bâtiment originel. Donc, il faut comprendre le bâtiment tel qu'il a été conçu. Et si on veut changer cette conception, il faut savoir l'impact évidemment que ça aura. Donc, par exemple, si on limite la ventilation d'une cave, on peut causer des nouvelles pathologies. Une autre thématique cruciale, c'est les sels, comme je vous l'ai dit, donc les risques de créer des dégâts importants par cristallisation, par exemple, des sels dans les maçonneries. Et ça, c'est vraiment une thématique cruciale liée à l'isolation également. Donc, si on isole un mur par l'intérieur, on sait qu'il y a des dégâts qui peuvent apparaître dus à ces sels ou dus à des dégâts au gel, pardon. Donc, appliquer de manière aveugle des solutions toutes faites, ça ne marche jamais avec le patrimoine. Il y a trop de spécificités de chaque bâtiment, il y a trop de spécificités dans chaque environnement pour que vouloir faire ça de manière bête et méchante et d'appliquer des solutions toutes faites. Donc c'est vraiment cette connaissance qu'il faut pouvoir acquérir sur le bâtiment avant de se lancer dans des gros travaux. Tout ça pour obtenir une image claire effectivement de l'état du bâtiment. Donc, vous le devinez, identifier les zones d'intervention, caractériser la performance. Avant de vouloir l'améliorer, il faut pouvoir d'abord savoir quelle est la performance actuelle du bâtiment et concevoir un plan intelligent de rénovation. Alors évidemment, je me doute que certains vont me dire oui, mais il y a la PEB derrière, il y a des exigences qui sont là. Alors, si les exigences sont assez strictes, il faut trouver la manière la plus intelligente de répondre à ces exigences sans ruiner complètement l'âme du bâtiment ou les valeurs du bâtiment. Or, cette rénovation du patrimoine, cette rénovation énergétique du patrimoine, c'est un challenge, et ce pour toute une série de raisons. Et la première, c'est qu'il y a une diversité énorme de types de bâtiments. Parler du patrimoine, c'est pas seulement le patrimoine d'avant 20e siècle avec les maçonneries traditionnelles, les fermes, etc. Mais c'est aussi un patrimoine plus récent où parfois on a mis en œuvre des solutions complètement nouvelles qui présentent des pathologies très spécifiques. Et donc, comprendre le patrimoine, c'est en fait, on prend toute une série, toute une gamme d'interventions, toute une gamme de produits qui ont été mis en œuvre et c'est vraiment un savoir qui est malheureusement très long à acquérir. C'est pas quelque chose qu'on obtient d'un coup. Donc, c'est vraiment le challenge qu'on peut lier au patrimoine. Et alors, le nombre d'interventions qu'il y a eu par le passé, ça c'est surtout pour les bâtiments les plus anciens, mais on sait qu'il y a vraiment un travail d'archéologue pour comprendre comment le bâtiment a évolué. Et donc, caractériser une paroi, parfois c'est pas du tout homogène, parfois on a différents assemblages d'éléments différents. Donc, pour ceux qui connaissent déjà la valeur U, mesurer la valeur U sur une paroi qui est complètement hétérogène, c'est quelque chose qui peut être problématique. Donc, comment est-ce qu'on évalue la performance existante d'un bâtiment qui est extrêmement complexe, c'est tout le challenge. Alors la question de valeur, le patrimoine, c'est évidemment pas seulement ce qui est classé, c'est pas seulement ce qui est repris à l'inventaire, mais c'est tout ce qui a une valeur pour les occupants. Et donc ça, c'est important de le savoir. Une maison peut, ou un quartier peut avoir une signification pour la communauté qui y vit, et la notion de valeur recouvre des aspects très divers. Et c'est effectivement très complexe d'avoir une image globale du sens
que les gens attribuent à un bâtiment ou attribuent à un ensemble de bâtiments. Et donc ça demande effectivement un effort de documentation qui est aussi assez grand. Et cette notion de subjectivité, elle est toujours présente. Un exemple qui me vient en tête, c'est par exemple des bâtiments des années 80 que certaines personnes vont trouver très très laids et vont juger que ça n'a pas de valeur patrimoniale, alors que pour d'autres, ça va plutôt être l'idée que c'est une trace de l'histoire et que garder cette trace de l'histoire est importante. Et donc ça, ce sont des visions qui parfois s'opposent dans les notions de patrimoine. Tout ça pour en venir à la notion de stratégie. On peut faire de la rénovation énergétique du patrimoine, mais il faut souvent avoir un panel d'options, donc mettre en œuvre différentes stratégies, et chaque stratégie peut avoir un impact plus ou moins grand sur les valeurs patrimoniales. Vous voyez l'exemple ici avec 3 options. On a d'une part le gain en termes de performance énergétique. On a aussi à côté les pertes en valeur patrimoniale et la notion de budget. Et ces 3 axes, donc performance, budget, impact sur le patrimoine, il faut trouver un équilibre, donc il y a un curseur à déplacer entre les 3. Ça, c'est très synthétisé, hein, mais je pense que certaines personnes ont plutôt une affinité avec le patrimoine, d'autres professionnels ont plutôt une affinité avec l'énergie. Et c'est souvent, de nouveau, aller voir dans l'autre monde ce qui se fait, comprendre un petit peu la vision opposée à la nôtre pour aller faire des interventions qui sont un petit peu plus sensées. Donc, pour le spécialiste, donc l'expert patrimoine, c'est avoir quand même connaissance d'interventions énergétiques spécifiques qui sont compatibles avec le patrimoine, parce qu'il y en a. Il y a toute une série de produits ou de solutions qui sont spécifiquement conçues pour le patrimoine. Connaître les interventions, effectivement, qui ont le meilleur rapport amélioration, impact sur le patrimoine. Pardon. Et alors, souvent c'est le cas, mais pour certains experts quand même, comprendre les équilibres hygrothermiques, comprendre ce qui se passe dans le bâtiment au niveau transfert d'air, au niveau humidité, c'est effectivement crucial. Pour le spécialiste en énergie, ce sera plutôt être conscient de ces valeurs patrimoniales, ne pas appliquer de nouveau de manière aveugle certaines solutions. Être conscient aussi de l'aspect dynamique du comportement, ça je pense que c'est crucial. Un bâtiment, c'est pas seulement un bilan énergétique au niveau annuel, mais c'est aussi un ressenti, un confort en hiver, un confort en été, et tous ces paramètres doivent être pris en compte. Dernier aspect, c'est l'approche matériaux. C'est quelque chose qui souvent est très présent dans le patrimoine, c'est comprendre ces matériaux et savoir qu'il y a, dans les maçonneries, dans les briques, l'infinité de produits qui existent et que c'est pas seulement une brique en terre cuite, qu'il y a parfois des choses derrière. Alors, là, on a un petit peu exposé le challenge avec ces méthodes. Quelles sont maintenant les méthodes et les outils pour comprendre le bâtiment ancien? Le processus, il est en général itératif. Quand on parle vraiment de patrimoine, d'investigation typique dans des bâtiments, des monuments, par exemple, on a d'abord toute une étude contextuelle et historique. Donc, comprendre l'histoire du bâtiment, comprendre les interventions passées, émettre un premier diagnostic donc, avec une visite sur site. Puis, on va faire intervenir une série de spécialistes de différents domaines, donc de l'humidité, de la structure, des charpentes, etc. Et chaque spécialiste a ses propres outils, donc a un peu sa mallette d'outils typique. On va confirmer certaines hypothèses, amener d'autres pathologies qui n'avaient peut-être pas été aperçues directement, et puis on va continuer ce processus d'investigation avec des visites complémentaires, etc. Donc ça, c'est un schéma idéal. C'est évidemment pas du tout applicable dans toutes les rénovations, mais l'idée sera d'essayer de reproduire ce schéma, même de manière succincte, mais de quand même avoir ce réflexe d'émettre des hypothèses, de les vérifier, même sur des rénovations plus modestes. Alors, retracer l'histoire du bâtiment, ça, je ne vous l'apprends pas, il faut aller chercher les plans, chercher les documents sur le bâtiment, des reportages photographiques précédents, aller voir des anciens spécialistes qui ont mené des études sur le bâtiment. Donc, vraiment, collecter un maximum d'informations à la source. Comprendre le contexte de la rénovation, c'est effectivement essentiel. Donc, on va d'abord parler de typologie et d'utilisation. Donc, il y a différentes formes de bâtiments, différentes utilisations passées. Je reprends l'exemple de la ferme. Oui, une ferme n'est pas une maison ouvrière, qui n'est pas une villa. Et chaque typologie a en fait des pathologies typiques, a des usages typiques aussi par le passé et
va aussi être réaffecté de différentes manières à l'heure actuelle. Par exemple, des grands espaces agricoles, ben, ça arrive souvent d'en faire des bureaux ou des grandes salles de fête, donc des espaces qui sont plutôt à occupation plus temporaire, là où des maisons ouvrières vont être plutôt réhabilitées aussi en tant que maison. Comprendre cet usage est évidemment essentiel pour anticiper les pathologies qui vont apparaître, car si on change l'utilisation d'un bâtiment, ben, potentiellement, on va créer de nouvelles pathologies. Parce que comme je l'ai dit par le passé, le bâtiment il a été créé pour être soumis à certaines sollicitations. Si on change ces sollicitations, ben, on peut avoir des surprises assez importantes. Alors, comprendre la valeur, juste avant, on était sur le contexte. Ici, on est vraiment sur le sens, la valeur qu'on va donner au bâtiment. À nouveau, il y a des choses, il y a des monuments où vraiment c'est plus facile, entre guillemets, de donner une valeur parce que par le passé, on peut retracer facilement l'histoire du bâtiment, les différentes valeurs qu'on lui a attribuées. Pour des bâtiments plus modestes ou moins reconnus, ben, c'est aussi un travail qu'on peut mener, mais qui sera peut-être un petit peu plus compliqué. Mais donc, à nouveau, il y a les valeurs artistiques, historiques, sociales, scientifiques, donc toute une série de champs de valeurs qu'on peut déterminer. Alors, les valeurs, elles peuvent être dressées, donc on peut faire un inventaire de différentes valeurs patrimoniales. Après, il y a évidemment la notion de protection. Certaines valeurs ont été reconnues de manière officielle dans la région, et donc ça va un peu déterminer un champ des possibles au niveau des interventions. Ce champ de possibles, donc c'est vraiment ce qu'on peut faire ou ne pas faire, on ne devrait pas faire, parce qu'à nouveau, s'il y a un statut de protection, ben on ne peut pas, c'est sûr. Si c'est juste une valeur émise par les occupants, par exemple, et alors c'est plutôt un dialogue de savoir où sont les points d'intervention prioritaires. Mais donc ça, au niveau du patrimoine, c'est effectivement essentiel. Je pense qu'il faut retenir ici cette notion de champ des possibles, donc balayer tout ce qui n'est pas possible d'appliquer pour ensuite retenir les meilleures interventions. Donc ici, une fois qu'on a compris le contexte, une fois qu'on a déterminé la valeur du bâtiment, ben, il y a ce pré-diagnostic à poser, donc c'est-à-dire faire une visite sur chantier et avec le moins d'outils possible, donc simplement avec l'inspection visuelle, avec peut-être quelques petits outils de mesure ou quelques outils de dessin ou que sais-je, donc vraiment faire un premier inventaire des pathologies. Donc dresser avec les occupants au cours d'un dialogue, vraiment les zones problématiques, les questions qui se posent, les inconnus qu'ils ont dans leur choix de rénovation. Et donc ça, en général, ça se fait avec une visite qu'on appelle le pré-diagnostic. Ensuite, comme je vous l'ai dit, dans les études les plus importantes, ben, on peut faire appel à des personnes compétentes qui pourront mobiliser les différents outils pour collecter les informations nécessaires. Donc, par exemple, si lors du pré-diagnostic, on soupçonne un problème à la charpente, ben, un spécialiste pourra venir faire des prélèvements ou des observations complémentaires pour voir si effectivement il y a encore des insectes xylophages ou d'autres problèmes structurels qui sont présents. Alors, de manière générale, il y a plusieurs catégories d'outils. Il y a d'abord tout ce qui est inspection, tout ce qui peut soutenir le spécialiste dans l'inspection visuelle. Et donc là, au niveau photographique, il y a eu des progrès très très grands. Et bon, le plus simple à dire, c'est le smartphone, par exemple, qui devient vraiment un outil de documentation que tout le monde a dans sa poche. Mais après, au niveau photographique, on peut faire appel à des endoscopes, par exemple, à des drones. De nouveau, le niveau de mobilisation technologique dépendra de l'ampleur du projet et des moyens mobilisables. Ensuite, de manière encore plus poussée, on peut faire appel à ce qu'on appelle des NDT ou des MDT. Donc, ce sont des techniques d'études qui sont non destructives et qui sont évidemment cruciales avec le patrimoine parce qu'on va avoir le moins d'impact possible sur le bâtiment. Les MDT, vous voyez, ce sont ces techniques qui ont un petit impact sur le bâtiment, mais qui peut être considéré comme mineur par rapport à l'intégrité globale du bâtiment. C'est par exemple qu'on va faire un prélèvement pour mesurer l'humidité dans une maçonnerie, et on va faire un trou au moyen d'une perceuse, on va prélever un échantillon dans le mortier. Ça peut être considéré plutôt comme une MDT. Alors souvent, on peut se servir de méthodes non destructives pour orienter de manière optimale l'endroit où on devra faire des mesures destructives pour éviter de forer, par exemple, partout dans le mur pour trouver les zones problématiques. Ça n'a aucun sens. On va d'abord utiliser une technique de détection globale
d'humidité, par exemple, identifier les zones problématiques et ensuite faire des essais très ponctuels qui sont plus destructifs. Alors, ces méthodes non destructives, elles sont de différentes catégories. Il y a toute une série de méthodes électromagnétiques comme la caméra infrarouge. Donc, ce sont des méthodes vraiment qui n'ont pas d'impact. On va juste mesurer un spectre de rayonnement de l'environnement. On n'a aucun impact sur le bâtiment. C'est effectivement idéal. Certaines méthodes mécaniques sont effectivement non destructives ou peu destructives. Et alors, des méthodes physico-chimiques. On a aussi au niveau des essais qui sont longs, d'autres essais qui sont beaucoup plus courts. De nouveau, ça va avoir un impact sur l'occupant, sur les personnes qui sont dans le bâtiment. Donc ça va être des paramètres à prendre en compte lorsqu'on crée un programme d'investigation. Autre catégorie, mais qui est vraiment cruciale en matière d'enveloppe et en matière d'études de bâtiment, ce sont les monitorings. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Mais donc, il s'agit ici de suivre certaines variables physiques au cours du temps. On peut faire des monitorings sur des périodes assez courtes. Donc, sur une semaine, on peut déjà savoir beaucoup de choses sur le comportement d'un bâtiment, mais aussi faire des essais sur une année pour avoir vraiment les variations saisonnières de climat intérieur, par exemple. Donc, selon ce que l'on veut mettre en évidence, les essais sont plus ou moins longs. La mesure de la valeur U, par exemple, sur chantier, se fait typiquement sur quelques jours. On n'a pas besoin de faire une valeur U sur une année entière. Alors, les paramètres qu'on peut mesurer, ils sont de plus en plus grands. On peut, de manière typique, mesurer la température et l'humidité dans une pièce. Les CO2, c'est de plus en plus courant, on le sait maintenant, en plus avec les aspects sanitaires. Ça peut aller jusqu'à l'ouverture et la fermeture des fenêtres, donc savoir quand est-ce que les occupants interagissent avec quelle ouverture du bâtiment, les flux thermiques, etc. Alors, dernière catégorie, de manière très globale, mais effectivement, le prélèvement d'échantillons, ça devrait, en matière de patrimoine, être limité un maximum, mais on peut faire toute une série de prélèvements avec un niveau invasif plus ou moins grand. Donc, effectivement, aller prendre une carotte dans une maçonnerie, c'est très invasif, là où faire un percement à la perceuse est beaucoup moins. Très rapidement, parce que c'est vraiment beaucoup plus spécifique, mais je pense que c'est essentiel d'en parler. Lorsqu'on est en laboratoire, donc en complément des études sur site, on va souvent faire des simulations. C'est très dur de résumer le domaine des simulations en un slide, mais si on doit retenir des grandes catégories en matière de comportement thermique, on a d'une part des modèles qui sont dédiés à l'étude des parois. Donc ces modèles, ils vont permettre de dresser des profils théoriques de température ou des profils théoriques d'humidité dans les murs, par exemple. Donc on appelle souvent ça des modèles AM, donc pour Heat, Air and Moisture. On a des outils plutôt à l'échelle du bâtiment qui sont des outils dynamiques ou statiques d'évaluation de la performance du bâtiment. Donc, on va devoir encoder tous les paramètres de l'enveloppe, tous les paramètres des systèmes de ventilation. Donc, c'est vraiment très lourd à mettre en place. Mais l'outil PEB, par exemple, permet de dresser un bilan énergétique au niveau annuel. Il existe des outils encore plus complexes qui peuvent faire ça de manière dynamique. Donc, on va pouvoir voir des variations de climat simulées dans le bâtiment. Il y a aussi des outils qui sont encore plus spécifiques, donc moins courants, qui sont vraiment dédiés au mouvement d'air. Donc, on va pouvoir observer parfois jusqu'à l'échelle des flux d'air en eux-mêmes, donc les mouvements d'air entre les pièces. C'est souvent utilisé, par exemple, pour la notion de polluants, donc voir comment les polluants se diffusent dans le bâtiment. Donc, ces outils de simulation, ils sont extrêmement précieux et ils demandent en général des paramètres. Il y a toujours des choses à encoder dans ces outils. Et c'est justement ces paramètres qui sont difficiles à obtenir. Et donc, l'étude sur site va permettre parfois de compléter ces modèles en ayant les bons paramètres. Alors, pour conclure sur ces méthodes d'études, effectivement, l'inspection visuelle n'est pas toujours suffisante. Par définition, on ne peut observer que ce qui est à la surface des matériaux, que ce qui est visible. Ce qui est caché derrière un mur, on ne peut pas le voir à l'œil nu. Et donc, il y a souvent quand même des techniques complémentaires à faire intervenir. Et donc, selon l'information recherchée, selon la précision dont on a besoin pour cette information, on va choisir cette technique avec, vous voyez, les prélèvements, c'est très peu fréquent
allez, si on prend la fréquence des chantiers, la fréquence des études, ben on va rarement faire des prélèvements destructifs, alors que la thermographie, qui est une technique non destructive, est très très fréquente lorsqu'on fait le diagnostic d'une enveloppe, comme le sont les essais hors site, les analyses simples, des tables de calcul, c'est assez fréquent. Faire des longs essais de monitoring avec analyse de données et mise en graphique, par exemple, c'est quand même beaucoup moins fréquent, ça demande beaucoup plus de budget. Alors, les études sur site, c'est délicat, particulièrement lorsqu'on est dans un bâtiment occupé. Nous, au laboratoire, on a fait quand même régulièrement des études de longue durée dans des bâtiments occupés. Et là, il y a toute une série de paramètres qui rentrent en compte lorsqu'on choisit un programme d'investigation. Et c'est par exemple les nuisances qui vont être causées pour les occupants. La première nuisance étant la nuisance visuelle. Si on a des énormes systèmes qui sont déployés dans les pièces de vie, comme ici vous le voyez à droite, ça c'est une ancienne forme de mesure des flux thermiques, donc des valeurs U. Il faut quand même que l'occupant soit prêt à accepter un tel système dans son salon pour quelques semaines ou pour quelques mois, que sais-je. Ça peut avoir un impact auditif, donc ça peut faire du acoustique, pardon, donc ça peut faire du bruit, ça peut causer toute une série de, allez, d'impacts pour l'occupant qu'il faut prendre en compte. On a eu aussi, par exemple, certaines personnes qui ne voulaient pas avoir de capteurs sans fil parce que ça émet des ondes et qui étaient un peu plus réticents à avoir des ondes à les diffuser dans leur maison. Donc, ce sont tous des paramètres qu'il faut prendre en compte. Et ça montre aussi qu'il faut dialoguer de nouveau avec l'occupant pour mettre en œuvre ces programmes de diagnostic. Alors, c'était un chapitre un petit peu général sur les méthodes d'analyse du bâtiment. Maintenant, on va vraiment parler de l'enveloppe et des techniques qui sont purement spécifiques à l'enveloppe. Donc, comment est-ce qu'on doit voir l'enveloppe du bâtiment? Ben, c'est vraiment une interface entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. Donc, c'est la protection qui assure, une espèce de tampon qui assure la régulation du climat intérieur. Et donc, c'est évidemment un aspect crucial du bâtiment, on peut s'en douter. Et donc, cette notion de protection, elle se retrouve face au froid. Donc, on doit limiter les déperditions énergétiques. On doit tenter de bénéficier de l'inertie des matériaux. Donc, si on peut récupérer de la chaleur gratuite, mais on va essayer de le faire. Au niveau des ouvertures, donc des fenêtres, on a toute une série d'apports gratuits qu'il faut prendre en compte dans ce bilan thermique. Au niveau de l'été, donc la protection contre la surchauffe, ben, c'est justement pouvoir limiter certains rayons du soleil, idéalement au bon moment, donc bénéficier de la chaleur gratuite en hiver, mais limiter les apports néfastes en été. Exploiter de nouveau l'inertie des matériaux de construction ici pour assurer du frais, donc un déphasage thermique entre les pics de chaleur en journée pour ne pas souffrir trop en journée de ces pics de chaleur. Et alors, on a toute une série de fonctions complémentaires comme la protection contre le bruit qui sont essentielles à prendre en compte. Donc, le simple vitrage, c'est pas seulement par exemple problématique au niveau thermique, mais ça peut être problématique au niveau acoustique. Donc, tout ça est assez complémentaire. Et évidemment, l'enveloppe doit protéger contre l'humidité. Donc, c'est empêcher l'eau d'arriver de manière directe. Donc, ça, c'est la toiture qui agit comme élément de protection principal, mais aussi de manière plus indirecte, avec par exemple les remontées capillaires qui peuvent avoir lieu au niveau des murs enterrés. Et à nouveau, pour un petit peu lutter contre cette vision technocentrique qui veut qu'on construit infiniment mieux maintenant que par le passé, ben c'est pas le cas. Il y avait une compréhension beaucoup plus forte par le passé de l'interaction entre le bâtiment et son environnement. Et souvent, la construction traditionnelle est en fait vraiment adaptée à un contexte local, au niveau de son comportement, mais aussi au niveau de ses matériaux. Donc, on va parfois retrouver vraiment une origine locale très précise dans les matériaux. Et donc, refuser de comprendre la conception initiale du bâtiment, ben, c'est éventuellement rater certains aspects qu'on pourrait utiliser à bénéfice dans la rénovation. Alors, il y a une autre réalité, c'est que malheureusement, il y a des changements climatiques, et ça aussi, ça devient non négligeable. Il faut savoir quand même que le climat actuel, pardon, est déjà différent d'il y a quelques dizaines, quelques centaines d'années, et ça risque de s'accentuer. Et donc, lorsqu'on conçoit une rénovation, il faut de plus en plus commencer à penser à cette notion de surchauffe et à cette notion de changement climatique. Alors, comprendre
un élément d'enveloppe, en fait, c'est de nouveau extrêmement complexe. On pourrait croire que c'est simplement dire quel est le matériau qui compose le mur et quelle est sa valeur U. Ce serait extrêmement réducteur. Ça peut suffire à certaines études, mais on voit qu'en réalité, il y a la notion d'homogénéité dans le mur. Est-ce qu'il y a différents matériaux? Est-ce que le matériau en lui-même est homogène? Est-ce qu'on peut facilement évaluer l'état des différents matériaux? Au niveau des composants, on a en général des couches de matériaux successives. Au niveau des maçonneries, c'est plutôt récent, mais on a cette tendance d'avoir des parois en double couche, donc il faut pouvoir évaluer l'état de ces différentes couches. Quelle est la continuité? Est-ce qu'on peut être sûr que s'il y a une coulisse à un endroit, cette coulisse est présente partout? Est-ce qu'il y a des zones où la coulisse est remplie de gravats, par exemple? Donc, c'est pas si simple en pratique, alors que sur papier, on pourrait croire que c'est relativement évident. Et à nouveau, ça dépend de ce qu'on veut chercher. Et parfois, c'est suffisant d'avoir une image globale. Si c'est faire un bilan thermique annuel, on n'a pas les mêmes besoins que si on veut vraiment faire des études dynamiques de manière poussée. Au niveau des assemblages de parois, on va créer des coins, des rencontres entre différents éléments d'enveloppe qui sont sujets eux-mêmes à des phénomènes spécifiques. Donc, je pense par exemple à une poutre de plancher qui rentre dans une maçonnerie. C'est une connexion entre deux éléments d'enveloppe, même si le plancher ne fait pas vraiment partie de l'enveloppe, mais en tout cas, cette rencontre entre matériaux qui va être spécifiquement l'objet pour lesquels il faudra vraiment faire attention parce que ça peut causer certains soucis. Donc, comprendre l'enveloppe du bâtiment, c'est en réalité extrêmement complexe, surtout avec des bâtiments anciens où la notion d'état, de conditions des différents matériaux, elle va aussi entrer en jeu. Alors, c'est un équilibre complexe. De manière synthétique, si j'ai un élément A qui a une certaine géométrie, qui est composé d'un ensemble de matériaux, cet élément est caractérisé par un certain état, donc il est en bon état, en état moyen, il a certaines pathologies ou pas, et ça va se refléter par une certaine performance. Et je le répète, c'est souvent dur de calculer cette performance lorsqu'on est sur un bâtiment ancien, parce qu'on ne connaît pas toujours les propriétés des matériaux. Alors cet équilibre au sein de l'élément A, il est aussi en relation éventuellement avec un élément B. Donc si deux murs se rencontrent, il y a une relation forte au niveau de la géométrie de ces deux matériaux. Il y a une relation forte aussi au niveau de l'état. Si on améliore l'état d'un élément, est-ce qu'on est sûr qu'on ne va pas déplacer le problème sur un autre élément? Quel sera l'impact sur la performance des autres éléments? Donc c'est vraiment beaucoup plus complexe lorsqu'on y fait attention que ce qu'on peut penser au premier abord. Alors, le premier aspect dans ces paramètres, c'est, vous l'avez vu dans le schéma précédent, décrire les matériaux et la géométrie de l'enveloppe. En matière de matériaux, je pense que s'il y a un slide que je dois garder, je pense qu'on pourra en parler pendant 2 heures, hein, mais c'est vraiment la notion de porosité dans les matériaux anciens. Donc, tout le comportement hygrothermique des matériaux traditionnels, il découle de cette structure poreuse, donc de l'agencement des pores au niveau des matériaux. Et donc, si on veut aller loin dans le diagnostic, c'est de nouveau pas le cas dans la plupart des chantiers, mais si on veut comprendre le comportement du mur ou de l'élément, il faut comprendre la porosité de ce matériau. Et donc, l'étude des pores est vraiment un domaine crucial en matière de bâtiments patrimoniaux. Là, j'ai repris un petit schéma qui montre le rapport entre la porosité totale, donc le rapport de vide par rapport aux éléments solides dans le matériau, sur la notion de perméabilité, donc sur cette capacité du matériau à laisser passer l'humidité, à laisser passer l'air. Et on voit qu'un matériau peut être très poreux, par exemple, mais complètement imperméable au transfert, ou au contraire, peu poreux, mais vraiment très sensible aux remontées capillaires si la porosité est très fine. Et donc, cet élément est central si on veut décrire les matériaux de manière poussée. Et par exemple, la conductivité thermique d'un matériau, elle découle aussi fortement de ce réseau poreux et de la manière dont ce réseau va se remplir d'eau si le matériau est en contact avec de l'humidité, par exemple. Alors, comprendre ces matériaux, c'est observer. C'est aussi, j'ai marqué ici, décrypter l'invisible. Donc, c'est trouver les outils adéquats pour rapidement observer ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Ici, j'ai repris l'exemple de l'endoscope. L'endoscope, c'est parfois très pratique pour aller voir dans la coulisse ce qui se passe ou accéder à des zones qui sont difficiles d'accès.
Une autre technologie qu'on verra un peu plus loin sont les techniques de numérisation 3D, notamment la photogrammétrie ou le scanner laser, pour ceux qui connaissent. Donc ici, ce n'est pas des techniques simples, hein, mais dans certains cas, ça peut permettre d'avoir une image claire des épaisseurs des murs. Par exemple, là où le faire avec un mètre laser, ben, c'est extrêmement long, extrêmement laborieux. Ici, si on fait quelques positions au scanner laser, on peut avoir une notion, un aperçu très précis des différentes épaisseurs de part. À nouveau, une petite remarque sur le patrimoine, ben c'est important dans certains cas de trouver des spécialistes qui connaissent les méthodes de construction de la région. C'est parfois dur, parfois tous les spécialistes ont disparu. Il faut vraiment avoir ce travail de transfert de connaissances pour que dans chaque typologie de bâtiment, on puisse retrouver les personnes qui connaissent ce qui se faisait par le passé, pour éviter justement de faire des essais destructifs si on peut facilement trouver quelqu'un qui sait ce qui se trouve derrière parce qu'il a une connaissance claire de ces techniques de construction. Deuxième aspect, donc là on parlait de géométrie et de matériaux, c'est évaluer les dégâts. Comme je l'ai dit ici, l'inspection visuelle, c'est le premier outil qu'on va utiliser. Les dégâts, s'ils sont déjà importants, ben on va les voir. La plupart du temps, c'est quand on les voit d'ailleurs qu'on va faire intervenir un spécialiste. Mais il y a aussi d'autres indices. L'odeur, c'est quelque chose qui vient souvent. Donc l'humidité, elle va souvent se traduire par l'odeur avant de se traduire par des dégâts clairs. Et donc c'est quelque chose qui va vite déranger les occupants et qu'on va pouvoir aussi prendre en compte. Des aspects auditifs, donc des craquements de plancher, ou observer par exemple qu'une porte ne se ferme plus, mais on sait qu'il s'est passé quelque chose au niveau de l'humidité. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que c'est souvent saisonniers, les dégâts. Donc, les caves, par exemple, ne vont pas du tout avoir le même comportement en hiver qu'en été. Et c'est souvent en été qu'on aura les pathologies les plus observables dans une cave, parce que justement, on a cette fraîcheur qui va causer une espèce d'accumulation d'humidité en été. Même si c'est pas intuitif, ben c'est pour les caves, lors de cette période-là, qu'on va observer le plus de dégâts. Enfin, le plus visuellement de problèmes. Alors les symptômes observables, ils sont très divers, des fissures, des fentes, donc là c'est directement visible. On peut avoir des taches, des coulées, des décolorations. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut avoir seulement un impact visuel. Donc je pense notamment aux sels, je pense que Julie en parlera de manière très détaillée, hein, mais il y a certains sels qui sont dits hygroscopiques. Si ces sels sont présents en surface du matériau, ben, ces sels vont avoir tendance à réagir avec l'humidité de l'air ambiant et on peut avoir des taches d'humidité qui apparaissent sur les maçonneries, mais ce ne sont pas des taches en profondeur, donc ce n'est pas de la présence d'humidité dans le volume du matériau, ce sont vraiment parfois des taches qui sont très superficielles et donc on ne peut pas dire que c'est un impact très fort au niveau performance du matériau, c'est plutôt vraiment quelque chose de visuel qui peut être cependant très dérangeant pour les propriétaires. La corrosion des métaux, c'est aussi une thématique courante. Les efflorescences en matière de patrimoine, je laisserai Julie en parler, mais donc c'est vraiment une thématique clé qu'on retrouve souvent. C'est vraiment ce transfert de sel au niveau de la maçonnerie avec une cristallisation qui peut avoir lieu en surface. Et ce sont des phénomènes qui peuvent apparaître après une intervention. Et donc là, c'est important de comprendre de nouveau l'impact de ce qu'on fait. Si on traite un mur, par exemple, sur des remontées capillaires, ben, on va changer à terme sa teneur en eau. Et lorsque le mur se met à sécher, ben, il y a des dégâts qui peuvent apparaître de manière assez soudaine. Et donc, on peut croire que l'intervention a empiré la situation, alors qu'en fait, il s'agit juste de comprendre les équilibres hygrothermiques ou les équilibres physiques, dans ce cas-là, qui ont lieu dans le mur. Alors souvent liés à l'hygrothermie, ce sont les problèmes biologiques, donc les moisissures, les mousses qui vont commencer à apparaître au niveau des parois intérieures. C'est évidemment, ça peut être très problématique et c'est souvent aussi quelque chose qui peut apparaître suite à une intervention. L'exemple le plus courant étant le remplacement des châssis. Un châssis traditionnel est souvent assez peu étanche à l'air, donc il y a quand même une certaine ventilation naturelle qui va s'effectuer au niveau de la pièce, alors que si on installe un nouveau châssis et que le calfeutrage est fait de manière parfaite, ben, on limite la ventilation de la pièce et donc on peut localement voir apparaître certaines moisissures. Dernière catégorie que j'ai choisie ici à titre illustratif, ce sont les insectes xylophages, aussi quelque chose qu'on trouve souvent dans les bâtiments
traditionnelle. Ici, on va pouvoir parfois vouloir savoir si c'est toujours actif. Est-ce que ces insectes sont toujours présents? Est-ce que c'est une pathologie passée? Est-ce que c'est quelque chose qui est fini? Ce sont d'autres paramètres qui rentrent en jeu. C'est peut-être au niveau global, on peut dire toujours ça. Est-ce que la pathologie est une pathologie ancienne? Est-ce qu'elle est éteinte? Ou est-ce que c'est une pathologie qui est toujours active? Est-ce qu'elle est en forte croissance? Donc, il y a vraiment cette dynamique au niveau des pathologies qui est aussi importante à... Ensuite, lorsqu'on a dressé un peu l'inventaire des pathologies visibles, on va en général faire toute une série de documentation rapide sur chantier, donc montrer un petit peu ce qu'on a observé aux différents endroits, noter la localisation des échantillons qu'on a pris évidemment, donc faire vraiment un inventaire des symptômes qui ont été observés. Une fois qu'on a les symptômes, on rentre vraiment dans le travail du spécialiste qui est de comprendre d'où viennent ces pathologies, quelle est la cause initiale des pathologies. Et alors, il y a d'abord une cause physique. Donc une fissure, elle peut être créée par exemple par un mouvement structurel. Donc là, on a vraiment dans la cause physique de l'apparition de la pathologie. Mais il y a surtout une origine qu'on voudra comprendre. D'où vient, OK, la fissure est apparue parce qu'il y a eu un mouvement structurel au niveau des planchers, par exemple, mais pourquoi est-ce qu'il y a eu ce mouvement structurel au niveau des planchers? Est-ce que c'est au niveau de la conception que quelque chose n'a pas été? Est-ce qu'il y a eu une intervention récente qui a peut-être provoqué des déséquilibres? Est-ce qu'on a modifié l'environnement du bâtiment? Donc ça, c'est vraiment plutôt dans l'origine de la pathologie. De nouveau, avec cet exemple qui est assez parlant de la ferme, de l'environnement rural, ce sont parfois des murs qui sont chargés en sel. Donc, on a utilisé toute une série de nitrates dans l'agriculture. Donc, c'est assez présent dans les nappes phréatiques et dans les eaux aux alentours. Donc, ces maçonneries se chargent au cours des décennies en sel. Et si d'un coup, on vient sécher, donc vouloir assainir la pièce de manière brutale pour la rendre plus acceptable pour les occupants, donc ici, par exemple, vraiment avec un chauffage à air pulsé, d'un coup, on peut voir beaucoup de sels qui vont venir se cristalliser de nouveau en surface parce que l'eau s'évapore. En s'évaporant, les sels vont cristalliser et on a des dégâts assez importants qui peuvent apparaître. Donc, cette recherche de l'origine, elle se fait aussi de manière itérative. Donc, on va en général prendre une première hypothèse, la vérifier au moyen d'essais. Si on a pu confirmer cette hypothèse, alors le problème est clôturé. Si on n'a pas pu confirmer l'hypothèse, on va devoir en émettre des autres et continuer un petit peu ce travail d'analyse itératif. Une fois qu'on a une idée assez claire sur les origines, sur les causes des pathologies, on peut traduire cela en délivrable, donc donner les résultats de l'enquête aux clients, aux partenaires, quelle que soit l'étude en cours. Et ça peut se faire aussi de manière plus ou moins complète selon l'envergure de l'investigation. Alors une petite remarque ici qui est importante, c'est que en matière de pathologie, la dénomination elle est vraiment cruciale. Et je prends ici l'exemple d'un document ICOMOS qui standardise un petit peu les différentes catégories de dégâts. Et on a vraiment des dégâts, allez, une nomenclature très précise en matière de dégâts. Donc parler de fissures, c'est peut-être pas suffisant. Il faut parler peut-être d'éclatement, de déformation, etc. Donc il y a vraiment cette connaissance de nomenclature qui est cruciale afin de garantir qu'on communique les bonnes observations entre les différents intervenants d'une étude. Alors, au niveau de la performance énergétique, comme je vous l'ai dit, c'est un autre domaine qu'on va essayer ici de faire se rencontrer avec le diagnostic plus traditionnel. Et donc souvent, en matière de performance énergétique, on a cette vision bilan, souvent un bilan annuel. Donc on va, par exemple, caractériser les déperditions des différents éléments de l'enveloppe par rapport aux gains. Donc on a une série de gains gratuits, les gains solaires, des gains internes, donc les occupants en tant que tels, les différents appareils qu'ils vont mettre en place dans la maison, ils apportent une certaine chaleur. Et on va compléter ce bilan avec effectivement le chauffage. Donc ça, c'est la demande, le besoin en matière de chauffage du bâtiment. Et donc cette approche bilan, elle a l'avantage d'être très claire. On observe où se situent les différentes déperditions. On peut traduire des zones d'intervention prioritaire à partir de cela. Mais c'est très, j'appelle ça consommocentrique, je ne sais pas comment le dire, mais c'est vraiment une approche sur une consommation énergétique. Et le risque, c'est de perdre un petit peu la notion de confort là-dedans et un peu plus de subtilité au niveau de la dynamique du bâtiment. Donc c'est une bonne approche si on veut améliorer la performance du bâtiment, mais il faut parfois, en matière de patrimoine, aller un peu plus loin.
Alors, si on veut parler quand même des déperditions, le facteur principal des déperditions au travers d'un élément, c'est la valeur U. Donc, vous voyez que la valeur U, elle correspond à la quantité de chaleur qui traverse 1 mètre carré de paroi pour une différence de 1 degré entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, c'est vraiment ce qui va passer au travers de la paroi pour une certaine différence de température entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. Cette valeur U, elle est calculable sur base des fiches techniques des matériaux, mais pour le bâtiment ancien où on n'a pas de connaissances précises parfois des matériaux, elle se mesure en général. C'est très difficile à calculer ou alors de manière assez globale. Hop, je regarde un petit peu ce qu'on en est dans le temps. Voilà, je continue. Donc, en général, la mesurer sur site. Donc ici, on rentre vraiment dans le milieu du diagnostic thermique de l'enveloppe. Et vous voyez que comme l'équation de la valeur U, elle implique un flux thermique et une différence de température, et pour évaluer cette valeur U, on va justement mesurer un certain flux thermique qui passe à travers une paroi ou un élément translucide comme une fenêtre, et mesurer de manière parallèle la température au niveau du milieu extérieur et intérieur. Et on pourra ensuite, sur une certaine période de temps, faire tendre une estimation de la valeur U. Donc on pourra avoir une estimation plus ou moins précise de la performance thermique de cet élément. Mais à nouveau, c'est une performance thermique, c'est une notion qui montre la performance globale de la paroi, mais qui ne montre pas du tout l'aspect dynamique des échanges. Donc on n'a aucune information sur l'inertie, par exemple, d'une paroi en mesurant sa valeur U. Alors, au-delà de la performance par transmission, il y a la notion de nœud constructif. C'est quoi un nœud constructif? C'est une rencontre entre deux éléments de l'enveloppe ou entre deux éléments constructifs qui vont causer localement une modification des flux thermiques. Donc, c'est pas problématique en tant que tel, mais ce sont des points critiques qu'il faut étudier dans le bâtiment pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Parce que quand on fait se rencontrer deux parois, on peut potentiellement voir apparaître des ponts thermiques qui sont là vraiment une déficience en matière thermique de l'élément. Donc, nos thermiques sont des zones, comme vous le voyez ici à droite, à étudier, pour lesquelles il faut faire attention. Il faut pouvoir évaluer l'éventuelle déperdition supplémentaire ou l'éventuel gain en matière thermique de cette rencontre de matériaux. Alors, il y a des nœuds thermiques qui sont, des nœuds constructifs qui sont linéaires. Ça veut dire qu'on a ici de manière linéaire une rencontre, par exemple, entre deux parois différentes. Donc, si on visualise ça de manière face à nous, on a vraiment une ligne de nœuds constructifs qu'il faut étudier. Au niveau d'un coin également, on a tout un nœud constructif linéaire à étudier au niveau de cette rencontre entre deux parois. Et on a d'autres nœuds constructifs qui sont vraiment plus ponctuels. C'est par exemple le percement d'une paroi par un élément technique ou par une poutre ou par une colonne. Ce sont ici des éléments beaucoup plus ponctuels où on peut avoir une déperdition supplémentaire très localisée. C'est vraiment une faiblesse localisée de la couche isolante. On parle vraiment là de pont thermique pour des bâtiments qui sont déjà isolés, pour lesquels il y a déjà des contrastes forts entre des éléments non isolés et des éléments qui le sont beaucoup plus. Ici, on a par exemple un bâtiment des années 50 où on voit un linteau au-dessus de la fenêtre qui est en béton, et à la caméra thermique, on voit vraiment qu'il y a un transfert thermique supplémentaire au travers de l'élément en béton. Et après, il faudra juger est-ce que c'est problématique et dans quelle mesure c'est problématique dans ce cas-là. Le problème qui peut apparaître, par exemple, étant une condensation au niveau intérieur, si on a vraiment un transfert thermique très fort au niveau de l'élément faible, on peut avoir une température froide qui va apparaître au niveau intérieur et donc d'éventuels problèmes de condensation. C'est beaucoup de choses à dire en un temps assez court, mais il y a aussi, donc, au-delà des nœuds constructifs, au-delà de la performance intrinsèque des matériaux, l'étanchéité à l'air de l'enveloppe, c'est quelque chose qui est beaucoup plus global. L'étanchéité à l'air, c'est vraiment, ça se caractérise au niveau du bâtiment entier ou au niveau d'une pièce. Et donc, on va pouvoir essayer de mesurer qu'est-ce qui va sortir par l'enveloppe au niveau des infiltrations, au niveau des défauts d'étanchéité de cette enveloppe. Donc les bâtiments anciens, ils ne sont pas conçus pour être 100% étanches, tout au contraire. Donc il y a naturellement des zones d'infiltration, notamment autour des châssis, au niveau des cheminées, au niveau de différents endroits. Et donc on voit
même dans des conditions dans des constructions très traditionnelles, c'est quelque chose qui était pris en compte. Donc, on a par exemple dans cet exemple-ci, on est venu calfeutrer l'assemblage d'éléments en bois pour limiter les déperditions par infiltration. Alors ça, ce qu'il faut retenir en matière d'infiltration, c'est que c'est pas calculable. C'est quasiment impossible de calculer la quantité d'énergie qu'on va perdre par infiltration. Et donc, la seule manière de caractériser ça pour un bâtiment ancien, c'est de faire un test qui s'appelle le test blower door. Et donc, le principe, c'est qu'on va mettre tout le bâtiment en dépression ou en surpression grâce à un ventilateur qui est inséré dans une porte. Et comme le bâtiment est en surpression ou dépression, ben, il y a un certain débit d'air qui va passer à travers le ventilateur et on va pouvoir caractériser ce débit et savoir quel est le niveau d'étanchéité globale du bâtiment. Mais donc ici, un problème qu'on a typiquement, c'est qu'au niveau du logiciel PEB, mais si on n'a pas cette mesure, la valeur par défaut, elle est assez mauvaise. Et donc, il faut le savoir aussi que ça peut être complètement irréaliste d'utiliser cette valeur par défaut dans certains cas. Donc là, il faut avoir cette notion de compréhension d'infiltration à l'air dans le bâtiment. De manière complémentaire au test blower door, ben, on a les tests fumigènes qui permettent de localiser les gros défauts d'étanchéité dans le bâtiment. Donc là où le blower door donne un aperçu global de la performance, si on veut vraiment localiser où se situent les problèmes principaux, mais on va venir avec ce petit fumigène observer les zones où la fumée est aspirée de manière vraiment forte, qui correspondront aux zones où il y a des fuites plus importantes. Assez rapidement, parce que je vois que le temps défile, ben, l'inertie thermique, c'est quelque chose de dynamique et c'est aussi important à prendre en compte dans le bâtiment. Et ça va être caractérisé principalement par la masse des matériaux. Ici, j'ai mis des termes un peu plus techniques. On peut parler d'effusivité ou de diffusivité. Mais globalement, c'est vraiment, si on regarde cette table de matériaux, le paramètre densité, donc combien de kilogrammes par mètre cube, qui va vraiment permettre d'évaluer l'efficacité théorique du matériau en matière d'inertie. Il faut savoir aussi que l'inertie, c'est un phénomène de surface. Ça veut dire que c'est si une pièce est chauffée, ce sont les matériaux situés en surface de cette pièce qui vont pouvoir avoir cet aspect d'inertie, donc qui vont pouvoir emmagasiner une certaine quantité de chaleur sans que leur température monte rapidement. Ça veut dire qu'ils vont rester froids relativement longtemps, même si la température intérieure monte, et donc ils vont pouvoir restituer par la suite cette chaleur de manière dynamique. Je vous laisserai regarder ce petit schéma, mais ça exprime bien la différence entre des enveloppes très légères, non isolées, des enveloppes lourdes, et alors quel est l'impact lorsqu'on isole le bâtiment sur cette inertie. À nouveau, c'est très dur de mettre en évidence cette inertie sans faire appel à des sollicitations dynamiques. Donc typiquement, on va devoir faire des monitorings ou des simulations pour pouvoir évaluer cette inertie dans le bâtiment. Alors pour conclure ici, cette partie sur l'état et la performance, ben, la dernière étape, donc il y a toute une série d'études qui sont plutôt liées aux pathologies, il y a des études qui sont plutôt liées à la performance. Ben, les experts d'un nouveau genre, si je puis dire, doivent pouvoir mettre les deux en relation et trouver des solutions qui répondent en même temps aux problèmes de performance et en même temps aux pathologies. Souvent, les deux étant liés, c'est vrai que si on a par exemple un gros défaut localisé, ben, au niveau de la performance, on peut l'observer au niveau de la caméra thermique. On peut voir que localement, il y a un transfert thermique qui est plus fort dans cette enveloppe. Donc les deux sont vraiment intrinsèquement liés. Et donc, une fois qu'on a compris ce qui explique les éventuelles mauvaises performances, il va falloir déterminer des priorités d'intervention et savoir en clair où est-ce qu'il y a le plus à gagner, qu'est-ce qu'il est impensable de ne pas résoudre, donc les problèmes qu'il faut absolument venir résoudre, oui, et où est-ce qu'on a le plus à gagner au niveau thermique. Alors, ne pas oublier, ça c'est vraiment le slide principal, aucune remédiation, une intervention énergétique peut fortement empirer la situation si on ne résout pas les problèmes existants. Si on vient isoler un mur dans lequel il y a des fortes remontées capillaires et qu'on le rend du coup beaucoup moins respirant qu'auparavant, on peut avoir de l'eau qui va monter beaucoup plus haut qu'auparavant. Donc on peut accélérer des dégâts qui sont existants et même voir apparaître des nouvelles pathologies qui n'y étaient pas. Une intervention énergétique peut aussi empirer la situation existante si on n'a pas anticipé l'impact hygrothermique du coup de la mesure. Donc
à l'aide de simulations ou simplement à l'aide du bon sens. Comme je vous l'ai dit, isoler par exemple par l'intérieur avec un matériau qui est peu respirant, ça peut faire monter l'eau. S'il y a des remontées capillaires, ça peut causer des nouveaux dégâts liés à l'humidité. Il ne me reste pas beaucoup de temps, mais je vais encore prendre ici 5 minutes pour montrer quelques techniques plus courantes, de plus en plus courantes et plus modernes par rapport à l'évaluation de la performance du bâtiment. Alors la caméra thermographique, c'est vraiment un allié de choix en matière d'évaluation de l'enveloppe. Donc le principe, c'est qu'on va mesurer l'émission de rayonnement infrarouge d'un élément. Et donc si les éléments sont chauds, et ils vont apparaître d'une différente couleur que s'ils sont froids. Et donc, on va pouvoir rapidement localiser les défauts de l'enveloppe. Vous voyez ici que, à nouveau, les linteaux apparaissent de manière plus chaude lorsqu'on observe le bâtiment de l'extérieur. Ça veut dire qu'il y a un transfert thermique plus important au niveau de ce linteau. Ça veut dire que c'est potentiellement une faiblesse thermique du bâtiment. Alors, c'est très, très utile. Vous voyez, si on prend une image, ici, c'est à Diest, si je ne me trompe pas, une image du bâtiment, de la façade du bâtiment. On a rapidement une vue des éléments sensibles. Ici, on voit que la porte, par exemple, le siège, de transfert beaucoup plus important que les parois. Et on peut vraiment aller localiser des défauts très précis dans l'enveloppe. Une des techniques modernes que nous, on utilise de plus en plus, c'est le drone. À nouveau, ce n'est pas envisageable dans toutes les études, mais dans certains cas, ça peut vraiment apporter un complément d'information non négligeable. Donc ici, on peut vraiment avoir une cartographie en 3D des défauts thermiques du bâtiment. C'est très précieux comme outil de communication pour parler entre différents professionnels et pour aller vraiment pointer les défauts principaux de la toiture dans ce cas-là. La toiture est en plus difficilement accessible dans beaucoup de cas. Donc ici, on a accès à une information qui est peut-être non accessible autrement. La caméra tomographique, même s'il est très utile pour identifier des zones problématiques, il faut faire attention que comme on mesure un rayonnement, il faut être conscient de ce qu'on a comme image. Ici, on a par exemple le soleil qui vient taper sur la façade. On va mesurer ce rayonnement du soleil au niveau de la caméra thermique, donc il faut vraiment faire attention aux conclusions et on ne fait en pratique jamais une mesure thermographique lorsque le soleil frappe directement sur un élément. L'autre petite remarque typique, c'est la réflexion. La caméra thermique, on voit ici que le radiateur va se réfléchir dans le sol. C'est de nouveau un rayonnement qu'on mesure et le rayonnement, il va se réfléchir sur différentes surfaces. Donc on peut parfois même se voir soi-même en réflexion dans un élément. Ici, vous voyez aussi que la cuisine, elle réfléchit très fort le rayonnement, donc il faut avoir cette notion en tête. Autre chose importante, donc de nouveau ici, grâce à la caméra thermique, on a pu voir un élément potentiellement faible dans l'enveloppe, donc c'est au coin, à la rencontre de 3 parois. On a un point froid qui s'est créé, mais c'est quand même important de savoir dans quelles conditions la mesure a été faite, parce qu'ici, même si on mesure 6 degrés au niveau de ce point froid, sans savoir quelle est la température extérieure, c'est assez dur de se faire une image claire de la performance de la paroi. S'il fait moins 17 degrés à l'extérieur, ça peut potentiellement ne pas être trop problématique. Si par contre, il fait 7 degrés à l'extérieur, oui, là, on a quelque chose de vraiment très problématique avec un très fort transfert thermique entre l'intérieur et l'extérieur. Je pense malheureusement, j'ai toujours envie de présenter beaucoup. Je vais ici rapidement passer sur ces techniques vraiment très récentes de diagnostic. La numérisation 3D, on en fait de plus en plus. Comme je vous l'ai dit, on est dans l'ère du nuage de points, donc on va avoir des techniques récentes comme le scanner laser ou la photogrammétrie qui permettent de rapidement se faire une image tridimensionnelle du bâtiment. Et c'est évidemment un support extrêmement précieux pour faire le diagnostic. Ça permet en fait d'aller très vite sur chantier et ensuite poser toutes les observations lorsqu'on est revenu en laboratoire. Et donc la photogrammétrie qui moi, me tient particulièrement à cœur, le principe, c'est de prendre toute une série de photos du même objet sous des angles de vue différentes. Et certains logiciels vont ensuite pouvoir recréer la forme tridimensionnelle de l'objet, comme on le voit ici. Donc ici, dans ce bâtiment, on a pris toute une série de photos relativement rapprochées de l'objet. Et le logiciel va vraiment nous sortir automatiquement une visualisation 3D de l'objet. Et là, vous voyez que c'est un outil extrêmement précieux pour poser un diagnostic sur les différents éléments de paroi. Je peux en plus communiquer ça à différents collaborateurs de manière relativement facile. Donc ça a vraiment, je pense, révolutionné d'une certaine manière le diagnostic de l'enveloppe.
C'est très exhaustif, donc on peut faire un relevé à l'intérieur et à l'extérieur, et ensuite faire des coupes dans le bâtiment, et on a du coup vraiment l'épaisseur de chaque paroi. On peut retracer les pathologies. C'est vraiment un outil qui est extrêmement polyvalent au niveau du diagnostic, autant au niveau de la géométrie que des composants, que la condition, donc qui sont différents paramètres, vous l'avez vu, qui sont cruciaux dans le diagnostic. La rapidité est parfois vraiment aussi cruciale ici. Donc, chaque petit carré bleu correspond à une photo qui a été prise. Donc, on peut penser que c'est énormément de photos, mais en pratique, ça prend environ 1 heure de faire se relever de cette ferme en carré. Et vous voyez que le niveau de détail qu'on obtient au final est de nouveau extrêmement précieux. On peut aussi prendre des mesures des différents éléments. Donc, c'est non seulement de la géométrie, mais aussi du diagnostic visuel qu'on peut poser sur ces modèles. Deuxième famille de technologies sont les réseaux de capteurs. Ça, c'est un peu un bouleversement en matière de mesure de paramètres physiques qu'on a pu observer. Et donc, en fait, récemment, on a vu foisonner des systèmes qui sont sans fil. Donc, on peut poser toute une série de capteurs dans le bâtiment à moindre coût. Nous, on travaille souvent avec des capteurs de température et d'humidité, mais on peut vraiment aller poser un capteur dans chaque pièce et avoir cette collecte de données à distance. Ça veut dire qu'on reçoit les données du monitoring sur un PC sans devoir aller nécessairement sur chantier pour collecter les données. On a aussi de plus en plus de flexibilité au niveau de ces capteurs. Ça veut dire que ça devient accessible à un plus grand nombre de personnes de développer des solutions sur mesure. C'est quelque chose qui est vraiment une tendance actuelle, c'est le développement. Chacun devient un petit peu informaticien et chacun peut devenir électronicien s'il veut. C'est beaucoup plus facile que par le passé. Il s'agit ensuite de mettre en valeur les données. Ça, c'est aussi un travail qui est considérable. C'est si on augmente la quantité de données qui nous parvient, ce qui est le cas actuellement, il faut avoir des outils spécifiques pour traiter ces données de manière automatique, parce qu'on a vu un nombre vraiment incalculable de cas où on a des fichiers, des fichiers, des fichiers, et on n'en fait rien au final parce que on ne sait pas par où commencer. Et donc avoir un traitement automatique qui ici, par exemple, met en valeur les zones de confort, par exemple thermique, et les zones d'inconfort, c'est extrêmement précieux. Dernier slide de conclusion. Le temps et les ressources, c'est toujours limité. On en est bien conscient. On n'a pas toujours les moyens d'avoir une étude extrêmement exhaustive du bâtiment, mais il faut pouvoir trouver les bonnes techniques adaptées pour pour pouvoir amener les données dont on a besoin de manière la plus efficace possible. Voilà. Si il faut résumer les types de données qu'on peut collecter sur un élément d'enveloppe, il y a des données architecturales, géométriques, des données physiques statiques, des données physiques plutôt dynamiques, et alors ces données historiques et anthropologiques qui ont plutôt lien avec le contexte du bâtiment. Ici, ces deux technologies que j'ai très rapidement présentées, donc la numérisation 3D et les réseaux de capteurs, ils répondent en fait pas mal à beaucoup de ces données. Avec les réseaux de capteurs, on peut avoir, par exemple, avoir un aperçu de comment le bâtiment est occupé, quelles sont les zones qui sont plus ou moins occupées à tel ou tel moment. Donc tout ce qui est plutôt dynamique dans l'aspect physique du comportement du bâtiment. Avec la photogrammétrie ou les scanners laser, on peut vraiment avoir des données géométriques, donc des choses très précises au niveau de l'agencement des différents matériaux, et aussi déjà poser un diagnostic assez précis sur le bâtiment. Donc voilà, j'avais encore, je pense que j'arrive vraiment à terme du temps qui m'était imparti. J'avais encore un cas d'étude. Je vous proposerais vous pourrez le parcourir au niveau des documents que vous allez recevoir. Peut-être juste montrer encore un exemple de la numérisation 3D. Ici, c'est une étude qu'on a fait il y a quelques années où on voit, rien qu'en prenant des photos du bâtiment, on a pu reconstruire ce bâtiment en 3 dimensions. Et au niveau du diagnostic thermique et du diagnostic des pathologies, c'est extrêmement précieux parce qu'on peut vraiment aller retrouver les différentes décolorations, les différentes zones de moisissure. On a vraiment toutes les données géométriques des différentes parois. C'est une ressource documentaire qui est extrêmement riche. Et ici, on parle d'une demi-journée de relevé sur site. Donc, en 4 heures, on a pris toute une série de photos et on a pu reconstruire ce bâtiment en 3 dimensions. Donc, voilà. Je propose de m'arrêter là. Merci beaucoup Samuel pour ta présentation. On a eu, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le Q&A, c'est les petites bulles avec un point d'interrogation. Du coup, j'ai quelques questions qui sont venues et qui sont souvent, qui reviennent souvent.
Par exemple, on me demande quel appareil est utilisé pour calculer la valeur U sur le bâti ancien. Donc, c'est une première question qui vient. Donc, je te laisse répondre. Ouais. Je viendrai au fur et à mesure. Donc, traditionnellement, ça faisait avec des appareils vraiment scientifiques. Donc, c'était plutôt réservé aux laboratoires de pointe, aux universités. Récemment, nous, on a trouvé des systèmes commerciaux qui existent, qui sont tout faits. Donc, on reçoit en fait dans ce système un capteur de flux thermique et 2 capteurs de température. Et donc, on appose le système sur chantier pendant quelques jours et on a un système de rapport automatique qui est généré. J'ai plus le prix en tête, mais c'est un système qui tourne aux alentours de 1500 €, quelque chose comme ça. Donc, c'est un certain investissement. De nouveau, ça dépend de l'ampleur des études qu'on veut faire. Si on le fait tout le temps, ça peut être vite rentable parce que les anciens systèmes étaient plutôt de l'ordre de, je pense qu'il fallait compter plutôt 5000 € pour avoir un système scientifique de mesure et c'était ça demandait beaucoup plus de compétences à mettre en œuvre. Alors, on a une deuxième question, remarque. On me dit, dans les bâtiments anciens, il y a moyen de déterminer facilement la performance de certaines parois, toitures visibles, mais pas d'autres, comme les murs composés avec des épaisseurs supérieures à 60 cm des sols. N'y a-t-il pas un intérêt d'évaluer si l'intervention thermique de ces murs en vaut la peine? Point d'interrogation. Et est-ce que utiliser les outils comme dans Codini ne pourrait pas être une étape importante? Oui, donc, je ne connais pas à 100% Codini, hein, mais je pense que c'est une démarche qui est extrêmement intéressante. C'est vraiment de tenter de mesurer, si je ne me trompe pas, hein, la performance thermique du bâtiment par des essais où on va mesurer quelle est la quantité de chaleur qu'on doit injecter pour garantir un certain climat intérieur. Donc, c'est un peu le penchant réel de la PEB, là où la PEB va estimer cette performance énergétique. Des outils comme ceux qui ont été développés dans Codini sont extrêmement intéressants puisque là, on va vraiment mesurer cette performance thermique sur un bilan assez court. Donc oui, je pense que ça a tout son sens, mais de nouveau, ça ne permet, à mon sens, que d'avoir une image globale. Donc ça dépend de nouveau de ce qu'on veut faire, mais on aura, avec des outils comme Codini, moins d'aperçus précis sur une paroi ou l'autre. Vraiment, de manière globale, on peut avoir la vraie performance du bâtiment ou d'une pièce. S'il s'agit d'estimer la performance d'une paroi en particulier, ben, ce ne sera pas spécialement utile. Une autre question, c'est sur la photogrammétrie. Quel logiciel utilisez-vous? Donc, on utilise plusieurs logiciels. Celui qu'on utilise principalement s'appelle Agisoft Metashape. C'est un logiciel assez polyvalent, mais il y en a d'autres. Il y a Reality Capture, qui est un outil qui est aussi accessible, enfin, relativement accessible au niveau financier. Et en fait, nous, notre démarche de photogrammétrie, elle est née vraiment du fait qu'on avait à l'époque pas de scanner laser et que c'était encore très très cher. Et on a vraiment essayé de trouver de nouveau des solutions à moindre coût pour avoir accès à cette numérisation du bâtiment. Et la photogrammétrie, elle a répondu complètement à nos attentes pour le patrimoine. Après, on me demande au niveau des relevés avec capteurs où se renseigner, où se former, se procurer les outils, évaluer les compétences d'un bureau d'études. C'est une très bonne question. Je pense pas que je puisse y répondre directement. Nous, c'est une compétence qu'on a développée en interne. Où il y a quelques années, il n'y avait aucune connaissance en matière de réseau de capteurs sans fil. Et bon, c'est né de recherche de systèmes commerciaux qui existaient. Je pense que si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez toujours prendre contact avec nous. Hein. On tentera toujours d'y répondre. Peut-être qu'on devrait envisager de mettre en place des formations aussi en la matière. C'est des choses à discuter. Mais comme ça, je n'ai pas de connaissance de bureau d'études qui spécialement est spécialiste là-dedans. Et j'ai deux dernières questions. La première, est-ce qu'il y a un moyen de valoriser auprès de l'administration les évaluations thermiques valeur U pour les calculs PEB? Ça, je pourrais malheureusement pas y répondre. Je n'ai pas une connaissance assez claire des aspects administratifs là-dessus. Mais de nouveau, si vous avez des questions précises comme ça, vous pouvez toujours les envoyer par mail. Je ne sais pas s'il y a un mail de collecte de questions d'ailleurs. Si Julie, si tu sais Je pourrais dispatcher ce genre de questions aux personnes un peu plus concernées. Alors la dernière, c'est si chaque rénovation est spécifique, est-ce que la guidance technique du CSTC a pour volonté de soutenir les praticiens dans leur diagnostic? Donc je te laisse répondre une partie, après j'aurai aussi une partie de réponse. Mais, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Donc si... En fait, si chaque rénovation est spécifique, est-ce que la guidance technique du CSTC a pour volonté de soutenir les praticiens dans leur diagnostic? Ah oui, je pense qu'on... Bon,
il y a une telle ampleur de rénovation qui va avoir lieu qu'on ne pourra de toute façon pas tout soutenir, mais on est de nouveau, je pense, là pour soutenir les entrepreneurs, les professionnels du bâtiment dans ce diagnostic pour améliorer la qualité des interventions et pour aussi éviter d'avoir des mauvaises presses pour certaines interventions qui sont plutôt dues à des mauvaises pratiques qu'à la nature de l'intervention en tant que telle, quoi. Mais à nouveau, je ne sais pas ce que tu en penses, Julie. Hein, moi, je rajoute juste, nous, en tant que projet de recherche, on est aujourd'hui actuellement vraiment occupé sur tout ce qui est diagnostic à créer et accompagner l'entrepreneur. On crée aujourd'hui, on est dans tout le processus de créer une application digitale au sein aussi, avec le support du même projet BeReal pour le diagnostic des bâtiments, des maisons unifamiliales pour le moment, où on essaie, si vous voulez, de vous guider de manière intuitive et exhaustive dans toutes les questions possibles qu'il faut se poser lorsqu'on rentre dans un bâtiment avant toute intervention. C'est vraiment un diagnostic, un constat d'état qui va aider à comprendre où sont les problématiques et les résoudre avant de pouvoir faire une rénovation énergétique du bâtiment. Donc oui, le CSTC, en tout cas, nous, en tant que laboratoire Rennes, on est vraiment occupés à vous soutenir là-dedans. Et je pense que c'est une volonté très forte de se reconnecter un maximum avec les pratiques de terrain. Donc, on est toujours friand d'avoir des cas d'études et de pouvoir venir. Ce n'est pas toujours réalisable, hein, mais en tout cas, ça vaut la peine de nous poser la question et on voit ce qu'on peut faire en général. On me dit que les détails constructifs sont souvent édités, donc j'imagine dans le neuf, hein, dans la construction neuve. Y a-t-il une base de données détails orientée rénovation pour informer les praticiens sur les risques et les points d'attention? Je n'ai pas de connaissance de ça. Je sais par exemple sur la plateforme BeRénovative, une de nos collègues a posté beaucoup de détails constructifs. Après, je ne pourrais pas être plus précise si c'est s'agit vraiment de rénovation pure ou si c'est que du neuf. Mais je vous invite à aller sur la plateforme de BeRénovative pour pouvoir déjà consulter toutes ces fiches sur les détails constructifs.